Il y a des guerres qui se terminent par un traité. Il y a des guerres qui se terminent par un silence. La Seconde Guerre mondiale s'est terminée par les deux choses. Pendant des décennies, le nazisme a été étudié comme une machine de destruction. Ce que ce documentaire examine est quelque chose de différent, les espaces blancs de cette machine. Les archives détruites délibérément la dernière semaine d'avril 1945. Les scientifiques dont les dossiers ont été effacés pour les rendre utilisables par un autre gouvernement. Les objets qui étaient dans un lieu et puis n'y étaient plus. Les personnes qui sont mortes ou ont disparu juste au moment où elles étaient sur le point de parler. 20 mystères. Certains ont des explications probables que l'évidence disponible ne permet pas de confirmer. Tous ont eu lieu. Le 30 avril 1945, Adolf Hitler s'est suicidé dans son bunker sous la chancellerie du Reich à Berlin. Son assistant, Otto Günsche, a témoigné ultérieurement devant les soviétiques que cette même nuit, Heinrich Müller était encore dans le bunker, supervisant les dernières dépêches chiffrées depuis le siège de la Gestapo dans la Prinz Albrecht Straße. Après ce moment, personne ne l'a revu. Müller était entré dans la police politique bavaroise en 1919 comme spécialiste en surveillance d'organisations communistes. Sa trajectoire s'avère atypique parmi l'élite nazie. Il n'a jamais été membre du NSDAP avant 1933, un fait qui a généré de la méfiance parmi les idéologues du parti. Himmler et Heydrich ont considéré ce détail comme non pertinent face à sa compétence technique. Il a été admis au parti en 1939, la même année où il a été nommé chef de la Gestapo. Sous sa direction, l'organisation a grandi depuis approximativement 7000 agents en 1939, jusqu'à contrôler en 1944 un réseau de dizaines de milliers d'agents réguliers et un nombre beaucoup plus grand d'informateurs civils répartis dans toute l'Europe occupée. Müller a coordonné directement la logistique opérationnelle de la conférence de Wannsee. Le 20 janvier 1942, la réunion où 15 hauts fonctionnaires du Reich ont formalisé le protocole pour ce qu'ils ont dénommé la solution finale. Il a supervisé aussi le démantèlement du réseau d'espionnage soviétique connu comme Rotkapelle ou Orchestre Rouge, qui a opéré à l'intérieur du Reich entre 1939 et 1942. Il a dirigé personnellement les interrogatoires des conspirateurs impliqués dans l'attentat du 20 juillet 1944 contre Hitler. En 1945, la connaissance opérationnelle de Müller sur l'appareil de sécurité nazi était probablement la plus étendue de n'importe quelle personne vivante. En 1963, les autorités de Berlin-Ouest ont ouvert une tombe dans le cimetière Neuen-Invalidenfriedhof qui portait son nom. À l'intérieur, ils ont trouvé des restes de 3 individus distincts, aucun d'eux identifié comme Müller par analyse médico-légale. Le centre Simon Wiesenthal a sollicité ultérieurement des preuves d'ADN, une sollicitation qui a été déniée pour des raisons bureaucratiques que les enquêteurs ont qualifiées d'insatisfaisantes. Les archives de la CIA déclassifiées entre 1993 et 2001 sous la loi de divulgation des crimes de guerre nazis ont révélé que l'agence a continué à recueillir des informations sur le possible lieu où se trouvait Müller jusque bien avant dans les années 70. Plusieurs de ces documents mentionnent des sources qui ont situé Müller à Moscou, travaillant pour le MGB, prédécesseur du KGB, dans les années immédiatement postérieures à la guerre. Cette hypothèse a une cohérence historique documentable. Pendant la période du pacte Molotov-Ribbentrop entre 1939 et 1941, la Gestapo et le NKVD ont maintenu des canaux de communication opérationnels pour échanger des informations sur des exilés communistes et trotskistes en Europe occidentale, canaux dans lesquels Müller a participé directement. Un homme avec sa connaissance de la structure interne du Troisième Reich aurait eu une valeur informative extraordinaire pour Moscou en 1945. Cependant, aucun archive soviétique déclassifié n'a confirmé sa présence en URSS. Müller demeure comme le seul haut fonctionnaire nazi dont le destin n'a pas été établi avec aucun degré de certitude documentaire. Le 10 mai 1941, à 17h45, Rudolf Hess a décollé seul depuis l'aérodrome d'Augsbourg aux commandes d'un Messerschmitt Bf-110D modifié avec des réservoirs de combustible additionnels.
Il a volé 1400 km vers le nord, a traversé la côte écossaise à basse altitude pour éviter la détection radar et s'est lancé en parachute sur le Renfrewshire près du domaine Eaglesham quand l'avion s'est retrouvé sans combustible. Il a été arrêté par un fermier local, identifié par les autorités comme Rudolf Hess et remis à la garde militaire britannique. Ce qui transforme ce vol en l'un des mystères les plus débattus de la guerre n'est pas le fait en soi, mais la question de pourquoi il l'a fait et ce qui est arrivé exactement après. Hess était en mai 1940 et le troisième homme le plus puissant du Reich en termes de protocole. Député du Führer, responsable de coordonner le parti nazi, présent lors de la signature de l'accord de Munich en 1938 et directement impliqué dans la rédaction des lois de Nuremberg de 1935. Sa décision d'agir unilatéralement est incompatible avec la structure hiérarchique du régime. Dans l'Allemagne nazie, aucun fonctionnaire de ce rang n'entreprenait une mission diplomatique non sanctionnée par Hitler. Et pourtant, Hess l'a fait. Il y a un détail que les récits populaires ont l'habitude de passer sous silence. Hess n'a pas été un pilote occasionnel qui a loué un avion. C'était un aviateur avec une expérience réelle. Il avait participé à la Première Guerre mondiale comme pilote et connaissait bien les Messerschmitt. Le Bf-110D qu'il a piloté ce jour-là avait été modifié spécifiquement pour des vols de longue distance avec des réservoirs de combustible additionnels installés sous les ailes. Cette modification nécessitait du temps, des ressources techniques et la collaboration de personnel de maintenance. Le vol a été préparé avec des semaines d'avance. La version officielle britannique, maintenue pendant des décennies et appuyée par la classification des archives pertinentes, a soutenu que Hess a agi par initiative propre, impulsé par une personnalité de plus en plus instable et par la croyance personnelle qu'il pouvait négocier une paix séparée avec la Grande-Bretagne. Selon cette version, il a été reçu par des fonctionnaires de bas rang, soumis à plusieurs interrogatoires dans lesquels il s'est avéré incohérent et confiné comme prisonnier de guerre avec ses propositions sans être prises au sérieux. Hitler, en apprenant la nouvelle, l'a déclaré officiellement dément. Le problème avec cette version est que plusieurs éléments documentaires ne s'ajustent pas. Hess a volé directement vers les terres du duc de Hamilton, avec qui il avait maintenu une correspondance préalable à travers un intermédiaire suédois, le professeur Karl Haushofer. Hamilton était un aristocrate écossais avec des connexions dans les cercles d'apaisement britanniques, le groupe politique qui avait fait pression pour un accord négocié avec l'Allemagne jusqu'en 1939. Le fait que Hess connaisse l'emplacement exact du domaine de Hamilton et puisse voler jusque-là sans être intercepté efficacement pose des questions sur le niveau d'avis préalable que les services d'intelligence britanniques pourraient avoir eu. Un avion non identifié qui traverse la côte écossaise à basse altitude n'est pas invisible pour le système de défense aérienne britannique de 1941. Il a été détecté. La décision de ne pas l'intercepter avant que Hess ne se lance en parachute n'a pas été expliquée de manière satisfaisante dans aucun document déclassifié. L'enquêteur historique John Harris, dans un travail publié en 2011 basé sur des archives partiellement déclassifiées, soutient que le vol de Hess a été le résultat d'une opération de leurre, du MM6, qui aurait alimenté chez Hess l'illusion qu'il existait en Grande-Bretagne un groupe disposé à négocier. L'objectif aurait été d'extraire des informations sur les intentions allemandes concernant l'opération Barbarossa, qui serait lancée à peine 6 semaines plus tard, le 22 juin 1941. Si cette hypothèse est correcte, Hess n'était pas un fanatique instable agissant seul. C'était un homme qui a cru sincèrement qu'il avait des interlocuteurs du côté allié et qui a été manipulé pour révéler ce qu'il savait. La nature exacte des propositions que Hess portait avec lui n'a jamais été révélée publiquement. Les actes de ces interrogatoires avec le général Duke of Hamilton, avec Yvonne Kirkpatrick du Foreign Office et avec d'autres fonctionnaires britanniques sont demeurés classifiés pendant des décennies. S'écrit filtre à travers des références indirectes dans d'autres documents suggèrent que Hess propose une paix négociée dans laquelle l'Allemagne maintiendrait son contrôle sur l'Europe continentale et en échange de ne pas attaquer l'Empire britannique. Si qu'était aussi qu'il offrait, l'explication du fanatique hallucine s'avère plus plausible. Mais la classification des archives pour 76 ans quand la norme standard au Royaume-Uni est de 31 suggère qu'il y avait quelque chose de plus que le gouvernement a considéré trop sensible pour le révéler.
Les archives complètes du cas est dans les archives nationales du Royaume-Uni étant classifiées jusqu'en 2017. Quand elles ont été partiellement déclassifiées, le résultat a été décevant pour les enquêteurs qui espéraient des réponses définitives. Beaucoup de documents avaient été rédigés ou étaient incomplets. Certains n'y étaient simplement pas. Hesse était juge à Nuremberg, condamné à la prison à perpétuité et confiné dans la prison de Spandau à Berlin où il a été le seul prisonnier pendant les 20 dernières années de sa détention. Les sollicitations de clémence de la part de sa famille et de ses avocats ont été systématiquement bloquées par l'Union soviétique qui exerçait le veto rotatif entre les quatre puissances qui administraient Spandau. Pourquoi leur avait-elle autant d'intérêt à maintenir Hesse en prison quand elle a permis la libération de criminels de guerre de catégorie comparable est une question que les archives soviétiques disponibles ne répondent pas. Hesse est mort le 17 août 1993 ans. Sa famille a toujours soutenu qu'il s'agit d'un homicide, argumentant qu'un homme de son âge avec une arthrite sévère et une mobilité très réduite ne pourrait pas s'être pendu avec un câble électrique dans la position et la hauteur où il a été trouvé. L'autopsie officielle a dicté le suicide. Le câble utilisé était celui d'une lampe d'une petite cabane du jardin de la prison, où Hesse avait l'habitude de se reposer. Son fils Wolf Rudiger Hesse a engagé un médecin légiste indépendant, le docteur W. Hugh Thomas, qui a publié ses conclusions indiquant que les marques sur le cou étaient inconsistantes avec une pendaison auto-infligée. La controverse n'a jamais été résolue. La question de quelles propositions spécifiques est portée dans ce volume si quelque haut fonctionnaire britannique en a pris connaissance directement et pourquoi tant le Royaume-Uni que leur ont eu autant d'intérêt à maintenir le cas opaque demeure sans réponse documentaire complète. Le 27 novembre 1944, l'équipage d'un bombardier du 415e escadron de chasseurs nocturnes a présenté le premier rapport officiel devant le quartier général de la 15e force aérienne. Ils étaient en mission sur la vallée du Rhin. Le rapport décrivait 2 sphères de lumière rougeâtre orangée qui ont volé en formation à côté du bombardier pendant approximativement 30 minutes, maintenant une distance constante de 50 à 100 mètres avant de se séparer et de disparaître. Le commandant de l'escadron, lieutenant-colonel Herm Brommemer, a remis le rapport au quartier général parce que la description ne coïncidait avec aucun aéronef connu, fusées éclairantes ou armes. Dans les semaines suivantes sont arrivés des rapports similaires d'équipages de bombardiers B-17 et B-24 sur l'Allemagne, l'Autriche et les Balkans, et de pilotes de chasseurs P-38 et P-51 en mission d'escorte. Les pilotes les ont appelés Foo Fighters, un terme tiré de la bande dessinée Smokey Stover, mais les rapports étaient entièrement officiels et ont été traités comme tels. L'hypothèse de travail initiale du commandement allié fut que les objets constituaient une arme téléguidée conçue pour interférer avec les systèmes d'allumage des moteurs ou les instruments de navigation. C'était une hypothèse raisonnable. La Luftwaffe avait développé le missile anti-navire Henschel HS-293 et la bombe planante Fritz X, et il existait une documentation sur des projets plus expérimentaux dans les centres de recherche de Peenemünde et Rechlin. Le problème fut que les Foo Fighters n'ont interféré avec aucun système dans aucun des cas documentés. Aucun aéronef n'a rapporté de défaillances électriques, de pertes de navigation ou d'interférences de radio pendant les observations, et il n'y a jamais eu aucune tentative d'attaque. Après la capitulation allemande, des équipes de l'opération Lusty ont interrogé des ingénieurs et des pilotes de la Luftwaffe sans trouver aucune référence à un programme d'objets lumineux téléguidés. Les scientifiques allemands interrogés ont confirmé en plus que leurs propres pilotes avaient informé exactement sur les mêmes phénomènes depuis la fin de 1943 et que la Luftwaffe les avait attribués à des armes expérimentales alliées. Cette symétrie dans les rapports était en soi l'argument le plus solide contre toute explication d'origine humaine. Si les deux camps ont observé les mêmes objets sans pouvoir les identifier et les ont attribués à l'ennemi, l'explication la plus parcimonieuse était qu'ils n'appartenaient à aucun des deux.
Les projets Sign et Grudge de la force aérienne américaine, initiés en 1947 et 1948 comme partie des premières études systématiques de phénomènes aériens non identifiés, ont révisé les rapports et ne sont arrivés à aucune conclusion. Le phénomène du feu de Saint-Elme, une décharge électrostatique lumineuse documentée sur des structures métalliques sous des conditions atmosphériques spécifiques, pouvait expliquer certaines observations, mais pas celles dans lesquelles les objets exhibaient un comportement actif et soutenu indépendant de l'aéronef observateur. Les Foo Fighters demeurent, en termes documentaires stricts, comme un phénomène vérifié sans explication établie. Le 2 mai 1945, l'U-977, sous le commandement de l'Oberleutnant Heinz Schäfer, a appareillé de Kiel. Quand il a reçu l'ordre de capitulation, Schäfer a réuni son équipage et a offert aux hommes avec des familles en Allemagne la possibilité d'être débarqués en Norvège. 16 membres d'équipage ont choisi de débarquer sur la côte norvégienne de Holsenøy le 10 mai. Les 33 restants ont continué avec Schäfer dans une traversée immergée qui a duré 66 jours consécutifs, sans contact avec la surface, traversant l'Atlantique et arrivant à Mar del Plata le 17 août 1945. C'était la période d'immersion continue la plus longue jamais enregistrée à cette époque pour un sous-marin conventionnel, réussi grâce au système de Schnorchel qui permettait de recharger les batteries sans émerger complètement. Les interrogatoires conduits par la marine américaine pendant des semaines à Buenos Aires ont cherché spécifiquement une évidence que l'U-977 aurait transporté des passagers de haut profil, incluant possiblement Hitler, dont le corps n'avait pas été identifié de manière médico-légale concluante à ce moment-là. Schäfer l'a nié et l'enquête n'a pas trouvé d'évidence de passagers non déclarés. Cependant, le cas de l'U-977 a démontré quelque chose avec des implications qui vont au-delà de son propre voyage. Durant l'été de 1945, avec toute la surveillance anti-sous-marine alliée déployée dans l'Atlantique, un U-boot pouvait traverser l'océan sans être détecté. L'U-530 qui était arrivé à Mar del Plata le 10 juillet 1945, 5 semaines avant l'U-977, avec un équipage réduit par rapport à son complément complété sans une explication satisfaisante pour plusieurs mois d'activité non documentée, n'a jamais été enquêté avec la même rigueur que l'U-977. Les archives d'intelligence argentine de la période 1945-1950 demeurent en grande mesure inaccessibles pour les enquêteurs externes. C'est que l'histoire de l'U-977 ne peut pas répondre est une question plus large. Parmi les approximativement 40 U-boots qui étaient dans l'Atlantique au moment de la capitulation ont simplement cessé de répondre aux transmissions de radio. Combien on traverse l'océan? Où sont-ils allés et qu'est-ce qui transportaient ils? C'est une question que les archives disponibles ne permettent pas de répondre. La chambre d'ambre a été conçue en 1701 par le sculpteur Andreas Schluter à la demande du roi Frédéric Ier de Prusse. Sa construction a duré plus d'une décennie, avec la participation du maître artisan danois Gottfried Wolfram, et a consommé approximativement 6 tonnes d'ambre baltique taillées en plus de 100 000 pièces individuelles assemblées dans des cadres dorés et des miroirs. En 1716, Frédéric Guillaume Ier l'a cédé au tsar Pierre le Grand comme geste diplomatique pendant les négociations pour l'Alliance du Nord contre la Suède. Des artisans prussiens ont mis encore 10 ans pour l'installer définitivement dans le palais de Catherine à Tsarskoye Selo, à 25 km au sud de Saint-Pétersbourg, où elle est demeurée pendant plus de 2 siècles. Quand les forces du groupe d'armée Nord ont capturé Tsarskoye Selo le 17 septembre 1941, les conservateurs soviétiques avaient déjà tenté d'évacuer la chambre. L'ambre, après plus de 200 ans exposé aux variations de température et d'humidité, était extrêmement fragile. Plusieurs panneaux s'étaient fissurés pendant les premières tentatives de démontage, et les conservateurs avaient opté pour les couvrir avec du papier peint et des gaz comme mesure d'urgence. Les soldats de la 58e division d'infanterie allemande les ont identifiés malgré le camouflage et ont alerté les spécialistes du Kunstschutz, le service de protection artistique de l'armée allemande. En moins de 40 heures, les panneaux ont été démontés et emballés dans 27 caisses.
Ils sont arrivés à Königsberg le 13 octobre 1941 et installés dans le château de la ville sous la supervision d'Alfred Rode, directeur du musée municipal, où ils ont été exposés publiquement jusqu'en 1944. Le bombardement de la RAF sur Königsberg les jours 26 et 27 août 1944 a détruit approximativement 80% du centre historique de la ville. Rode a informé en octobre que les panneaux avaient survécu dans le sous-sol du château, mais ses communications avec le ministère de la Culture du Reich sont devenues de plus en plus évasives concernant leur état exact. Le Gauleiter de Prusse orientale, Erich Koch, dont l'autorité régionale a bloqué répétitivement les tentatives d'évacuation, a été arrêté par les autorités polonaises en 1949 et condamné à mort en 1959, bien que la sentence ait été commuée. Koch a toujours nié savoir où étaient les panneaux. Quand les soviétiques ont pris Königsberg le 9 avril 1945, après 4 jours de combats urbains, les enquêteurs du Trofim Hotel, l'unité de l'armée rouge chargée de récupérer des œuvres d'art, ont fouillé le sous-sol du château et ont trouvé seulement des fragments mineurs. Rode est mort du typhus en décembre 1945. Son collègue Paul Feyerabend est mort dans des circonstances inexpliquées peu après. En 1997, une mosaïque de pierres semi-précieuses qui faisait partie de la collection a été récupérée en Allemagne, obtenue des héritiers d'un ancien soldat allemand, confirmant qu'au moins une partie du matériel était sortie de Königsberg avant ou pendant les batailles finales. L'historienne polonaise Izabela Galika, après des décennies de recherche, a conclu que les panneaux principaux ont été probablement détruits dans les incendies du château de 1944, et que les déclarations ultérieures de Rode sur leur survie étaient une stratégie pour éviter des représailles. La reconstruction complète, inaugurée en 2003 à Tsarskoye Selo, financée conjointement par la Russie et l'Allemagne avec un investissement de 11 millions de dollars et 24 ans de travail, n'a pas résolu la question historique. Les originaux, s'ils ont survécu, ne sont pas apparus. En octobre 1940, alors qu'Adolf Hitler et le dictateur espagnol Francisco Franco se réunissaient à Hendaye pour discuter de l'éventuelle entrée de l'Espagne dans la guerre, Heinrich Himmler se dirigeait vers l'abbaye de Montserrat en Catalogne avec une mission différente. Il cherchait le Saint Graal. La Neunerbe, fondée formellement le 1er juillet 1935 par Himmler, était une institution des SS dédiée à la recherche et à l'enseignement de l'héritage ancestral arien. Dans le livre de l'historien Éric Fratini sur cette organisation, il est documenté comment l'Ahnenerbe en est venue à avoir plus de 50 départements et filiales qui englobaient l'archéologie, le folklore, la linguistique, les sciences naturelles et, de manière significative, la recherche de reliques de supposés pouvoirs surnaturels. La croyance que certains objets ancestraux pouvaient conférer un pouvoir militaire ou politique à celui qui les possédait n'était pas marginale au sein du nazisme. C'était une préoccupation qui arrivait directement à Himmler et, de manière plus tangentielle, à Hitler lui-même. Le médiéviste allemand Otto Rahn a été engagé par les SS dans les années 30 pour chercher le Graal, dans le sud de la France, parmi les ruines des châteaux cathares. Rahn a publié 2 livres documentant ses expéditions et a été promu au sein de l'organisation jusqu'à atteindre le rang d'Untersturmführer. Sa conviction était que le poème médiéval Parzival de Wolfram von Eschenbach contenait des clés sur l'emplacement réel du calice sacré et que cet emplacement pointait vers Montségur, forteresse cathare dans les Pyrénées. Rahn a été assigné à des travaux de garde dans le camp de concentration de Dachau en 1937 comme sanction et en 1939 son corps a été trouvé congelé dans les Alpes autrichiennes. La cause du décès a été enregistrée comme exposition. Il y a ceux qui suggèrent le suicide, l'enquête n'a jamais été concluante. Quand Himmler s'est présenté à l'abbaye de Montserrat, le seul moine qui parlait allemand, André Ripoll, a tenté de le convaincre que le monastère ne possédait aucun calice spécial et que la relique la plus ancienne qu'il conservait était la Morenetta, une image de la Vierge datée de l'an 880. Himmler s'est retiré sans ce qu'il cherchait. Selon l'historien Jesus Hernandez Martinez, en étant informé que le Graal n'était pas là, le Reichsführer SS s'est exclamé que toute l'Allemagne savait qu'il était à Montserrat. La conviction de Himmler avait son origine, en partie, dans le livre de Rahn intitulé « La cour de Lucifer », publié en 1937, où il établissait cette connexion.
Et il faut rappeler que l'opéra Parsifal de Richard Wagner, compositeur favori de Hitler, situait le château du Graal dans un environnement délibérément associé à ce territoire. La Neunerbe n'a pas trouvé le Saint Graal. Ce qu'elle a trouvé, systématiquement, fut la justification pseudo-scientifique dont le régime avait besoin pour ses thèses raciales, utilisant des expéditions en Finlande, au Tibet, en Bolivie et en Espagne, comme scénario d'une recherche conçue pour confirmer des conclusions prédéterminées. Le 12 janvier 1945, le maréchal Georgi Joukov a lancé l'opération Vistule-Oder depuis les têtes de pont soviétiques sur le fleuve Vistule avec une concentration de forces sans précédent sur le front oriental. 163 divisions, plus de 32 000 pièces d'artillerie et 6 500 chars. En 18 jours, l'armée rouge a avancé de 500 km et a établi des positions à moins de 80 km de Berlin. Cette offensive a transformé la Silésie, la région qui représentait 25% de la production industrielle du Reich, en 1944, selon les registres du ministère des Armements d'Albert Speer, en territoire sur le point d'être perdu de manière irréversible. Ce fut dans cette période précise, depuis la mi-janvier jusqu'au premier jour de février 1945, quand la machinerie d'évacuation nazie a opéré à pleine capacité dans les montagnes des Sudètes. Sous ces montagnes existe un système de structures souterraines dont la construction a commencé en 1943 sous le nom de code de projet Riese Géant en allemand. L'organisation TOT a supervisé la construction en utilisant de la main-d'œuvre des sous-camps du complexe de Gross-Rosen. Les registres partiellement conservés du camp principal indiquent qu'entre 1943 et 1945, on travaillait simultanément entre 13 000 et 15 000 prisonniers sur les différents fronts d'excavation avec une rotation totale estimée à plus de 30 000 personnes. Les taux de mortalité ont été extrêmement élevés. Le système inclut au moins 7 complexes souterrains distincts dans un rayon de 30 km autour de la ville de Wałbrzych, avec une zone excavée que des ingénieurs polonais ont estimée dans les années 60 à plus de 9 km de galeries. Son but officiel n'a jamais été établi dans aucun document survivant. Les registres de l'organisation TOD relatifs à la Silésie ont disparu avant la fin de la guerre, possiblement détruits par les SS dans les derniers jours de janvier 1945. Ce qui existe bien est un document notarié signé à Rockwah en 1946 par Tony Stretling et Rudolf Buchmann, 2 ex-employés de l'administration minière régionale. Ils ont témoigné devant notaire qu'ils avaient participé au chargement et au scellement d'un convoi ferroviaire à l'intérieur des tunnels du système Riese dans les derniers jours de janvier 1945, quand l'avancée soviétique rendait imminente la chute de Breslau. Selon leurs témoignages, le train transportait des lingots d'or de la Reichsbank, de l'art confisqué des territoires occupés et des documents stratégiques hautement classifiés. Ils ont décrit le scellement de l'entrée avec des explosifs et la destruction postérieure des registres de l'opération. Pendant des décennies, ce fut le seul élément concret sur lequel reposait la légende. En septembre 2015, Piotr Koper et Andreas Richter ont présenté devant les autorités de Wałbrzych des images qui, selon eux, montraient que la silhouette d'un véhicule blindé sur rail à environ 9 mètres de profondeur. Le gouvernement polonais a mobilisé des équipes de l'Institut géologique national. Les excavations menées entre 2016 et 2017 n'ont trouvé aucune structure métallique. Les géologues ont déterminé que les anomalies correspondaient à des poches d'air et à des changements dans la densité du sol. Cependant, ce résultat négatif en un point spécifique ne ferme pas la question sur le système complet. Les archives soviétiques du NK5D, partiellement déclassifiées après 1991, incluent des rapports qui documentent des recherches de dépôts souterrains dans la région de Silésie entre 1945 et 1947, recherches qui n'ont pas non plus produit de résultats enregistrés. Le fait que les soviétiques eux-mêmes aient dédié des ressources à cette recherche pendant 2 ans indique que la possibilité a été considérée suffisamment sérieuse pour agir. Un froid matin de janvier 1939, 5 hommes inhabituels sont entrés dans la vieille ville de Lhasa, Tibet. Jeunes, de teint clair, vêtus avec des vêtements occidentaux qui contrastaient avec l'environnement. C'étaient les émissaires de Heinrich Himmler. Ernst Schäfer, zoologue et explorateur, dirigeait l'expédition.
Sa connexion avec les nazis avait commencé des années auparavant, quand sa passion pour l'exploration a trouvé un mécène inattendu en Himmler. Bien que Schaeffer ait eu peu d'intérêt pour l'idéologie nazie, son désir de financement scientifique l'a conduit à collaborer avec les SS. L'expédition était officiellement dénommée comme une exploration scientifique et anthropologique, et elle l'était en partie. L'équipe a documenté la flore, la faune et les populations de la région avec une rigueur technique authentique. Sous cette façade académique reposaient d'autres objectifs. Certains théoriciens nazis croyaient que le Tibet pourrait garder des clés sur les origines de la race aryenne. L'équipe de Schaeffer a reçu des instructions de recueillir des données anthropologiques, incluant des mesures physiques et des moulages faciaux de la population tibétaine, avec l'espoir de trouver une évidence qui appuierait ces théories. Il y avait aussi une dimension géopolitique. Les nazis reconnaissaient l'emplacement stratégique du Tibet en Asie et voyaient des possibilités d'établir des liens avec la région, éventuellement pour l'utiliser comme base d'opérations anti-britanniques. L'équipe est retournée en Allemagne en 1939 avec des milliers de spécimens biologiques, des centaines de mesures anthropologiques et une documentation photographique très étendue. Schaeffer a présenté ses trouvailles à Himmler, qui a été si impressionné qu'il a projeté une nouvelle mission pour retourner au Tibet et organiser une armée pro-allemande destinée à défier le pouvoir britannique en Inde. La Seconde Guerre mondiale a empêché que ce plan se matérialise. Ce qui reste sans être éclairci est la dimension cachée des messages que l'expédition a échangés. Dans les archives récupérées par les Alliés existent des communications dont le contenu n'a jamais été pleinement dévoilé. La présence d'une expédition des SS en territoire que la Grande-Bretagne considérait sa sphère d'influence, dans la période exacte antérieure à la guerre, a généré des rapports d'intelligence qui continuent d'être partiellement classifiés. Schaeffer a été récompensé avec son propre département au sein de l'Ahnenerbe. Après la guerre, il a été détenu, interrogé et éventuellement libéré. Il n'a jamais été jugé. Il a continué de publier sur ses expériences tibétaines jusqu'à sa mort en 1992, mais les parties les plus compromettantes de sa relation avec l'organisation de Himmler demeurent dans des documents auxquels le public général n'a pas accès complet. En 1912, Adolf Hitler était un peintre raté de 23 ans qui vivait à Vienne et qui ne réussissait pas l'examen d'admission de l'Académie des Beaux-Arts. Un jour, surpris par une tempête, il s'est réfugié au musée du palais Hofburg. Là, dans la salle du trésor impérial, il s'est trouvé pour la première fois face à la lance de Longin, aussi connue comme la lance du destin. Une pointe de fer d'environ 50 cm de long avec une lame fendue et une réparation avec du fil d'argent. Au centre, on pouvait apprécier la tête d'un clou et une bande d'or avec l'inscription latine « Lança et clavus Domini », la lance et le clou du Seigneur. La légende associée à cette relique soutenait qu'elle avait appartenu au légionnaire romain Longin, qui a traversé avec elle le côté du Christ pendant la crucifixion. La tradition affirmait que Charlemagne avait triomphé dans plus de 47 batailles grâce au fait de l'avoir en son pouvoir et qu'il était mort peu après qu'elle ne lui soit tombée accidentellement. L'empereur Frédéric Ier Barberousse a couru le même sort. Il est mort noyé dans une rivière de Turquie en chemin vers la Terre Sainte après que la lance lui ait échappé des mains. Le 14 mars 1938, après l'annexion de l'Autriche, Hitler est entré victorieux dans Vienne. Selon l'historien Jesús Hernández Martínez, dans son ouvrage sur la Seconde Guerre mondiale, Hitler, accompagné par Himmler, s'est dirigé au musée et est demeuré seul pendant plus d'1 heure devant cette relique. 5 mois plus tard, en août de la même année, la lance et 31 autres pièces du trésor autrichien sortaient dans un train escorté par les SS vers Nuremberg. L'objet a été gardé dans un refuge anti-aérien excavé sous le château de Kaiserburg. En mars 1945, le maire de Nuremberg, Willy Liebel, craignant que le refuge n'offre pas suffisamment de protection, a ordonné qu'elle soit cachée dans une chambre du bunker de la Panier-Platz et que l'entrée de cette chambre soit scellée. 1 mois plus tard, Liebel est mort au combat. Nuremberg est tombé peu après. La lance a été trouvée le 7 août 1945, 3 mois après le suicide de Hitler. Ceux qui soutiennent que Hitler s'est suicidé exactement quand les Alliés se sont emparés de la lance doivent confronter le problème chronologique. Hitler est mort le 30 avril et la lance a été trouvée le 7 août. En 2003, le métallurgiste et écrivain Robert Fieder a obtenu des permis pour examiner la lance dans des conditions de laboratoire,
retirant soigneusement les bandes d'or et d'argent qui la maintenaient unie. Son analyse, appuyée par d'autres experts, a estimé que la lame date du 7e siècle après Jésus-Christ, ce qui rend impossible qu'elle ait été l'arme qui a blessé le Christ au 1er siècle. La lance se trouve actuellement exposée au palais impérial Hofburg de Vienne, considéré comme faisant partie du musée d'histoire de l'art. La relique que Hitler a cru qui lui garantirait la victoire demeure au même endroit où il l'a trouvée. En avril 1945, des unités de la 3e armée de Patton ont découvert dans la mine de sel des pièces de 27 pays et un nombre d'objets personnels en or que des analystes du ministère des Finances alliés ont identifiés sans équivoque comme provenant des camps d'extermination. Cette trouvaille a été inspectée personnellement par Eisenhower, Bradley et Patton le 12 avril 1945. Cependant, ce dépôt représentait seulement une fraction du total. Le ministère des Finances du Reich avait commencé à disperser ses réserves depuis janvier 1000 livres de monnaie alliée. Cependant, les quantités d'or suggérées par des témoignages contemporains ne sont jamais apparues. L'aspect financier le plus persistant de l'héritage nazi fut la connexion suisse. Le rapport Eisenstadt, publié en 1997 par le département d'État des États-Unis, a documenté qu'entre 1939 et 1945, la Suisse a acquis de l'or de la Reichsbank pour une valeur d'entre 400 et 600 millions de dollars. Les institutions de cet or ne se sont pas conclues jusqu'à l'accord d'août 1998, dans lequel les banques compensation pour les victimes de l'Holocauste. Le destin complet des actifs du Troisième Reich, incluant ceux transférés à travers des canaux diplomatiques vers l'Espagne, le porte-monnaie de guerre économique les plus ambitieuses jamais conçues. Sa base n'était pas des bombes, des blocages navals, ni du sabotage industriel, mais quelque chose de beaucoup plus fragile, la confiance dans l'argent. L'opération Bernard fut une tentative systématique de détruire l'économie britannique par le biais de la falsification massive de sa monnaie. Le plan a été initié en 1942 sous la direction du Hauptsturmführer des SS Bernhard Krüger. L'objectif était simple dans sa formulation, mais extraordinairement complexe dans son exécution. Inonder le système financier britannique avec des livres sterling falsifiés indiscernables des authentiques. Pour la mener à bien, les SS ont créé une imprimerie secrète à l'intérieur du camp de concentration de Sachsenhausen. Là, environ 140 prisonniers ont été sélectionnés non pour leur idéologie, mais pour leurs compétences. Il y avait des imprimeurs professionnels, des graveurs, des chimistes, des typographes et des falsificateurs expérimentés. Ces hommes ont été séparés du reste des prisonniers et obligés de travailler sous la menace directe d'exécution s'ils échouaient. Le défi technique était extraordinaire. Les billets britanniques utilisaient du papier de lin avec des filigranes complexes, des encres spécifiques et une numérotation en série avec des modèles logiques. Chaque élément devait être répliqué à la perfection. Les prisonniers ont analysé des billets authentiques avec des microscopes, ont identifié la composition chimique des encres et ont développé des méthodes pour imiter les filigranes en créant des variations dans la densité du papier pendant sa fabrication. Le plus grand défi fut les numéros de série. Il ne suffisait pas qu'ils soient uniques, mais ils devaient suivre des séquences crédibles qui ne soulèveraient pas de soupçons dans les banques ou les commerces. Par le biais de l'intelligence statistique, ils ont réussi à reproduire des modèles plausibles. Pour 1943, les billets produits surpassaient toutes les inspections connues. Des experts britanniques qui les ont examinés après la guerre ont reconnu qu'ils étaient virtuellement indiscernables des originaux. L'Allemagne a produit environ 132 millions de livres en monnaie falsifiée, une somme énorme pour l'époque. Cependant, le plan original d'inonder directement l'économie britannique n'a jamais été exécuté complètement. Les billets faux ont été utilisés comme outils occultes pour payer des agents dans des pays neutres, financer des opérations d'intelligence et acquérir des matériaux stratégiques sur les marchés internationaux. La monnaie fausse permettait à l'Allemagne d'opérer à l'étranger sans dépenser de réserves réelles, se transformant en un instrument silencieux mais effectif. Quand la défaite s'est faite inévitable, les SS ont tenté d'effacer les preuves. Des caisses pleines de billets ont été jetées dans des lacs alpins avec les plaques d'impression et les documents. Le lac Toplitz finirait par être le dépôt d'une partie significative de ce matériel. Certains des prisonniers ont été évacués avec l'intention de les éliminer, mais plusieurs ont survécu et ont témoigné après la guerre.
Grâce à eux, l'opération a pu être reconstruite en détail. L'opération Bernard n'a pas détruit l'économie britannique, mais elle a prouvé que l'argent comme système basé sur la confiance peut être attaqué de manière systématique. La Banque d'Angleterre a retiré discrètement certaines émissions et a accepté que le dommage était irréversible. En mai 1945, avant que la guerre en Europe ne se termine officiellement, des officiers d'intelligence américains opéraient déjà en territoire allemand avec des listes précises de noms. Ils cherchaient des scientifiques, les mêmes qui avaient conçu la fusée V2, expérimentée avec des armes chimiques et biologiques, et supervisé la production d'armes dans des usines de travail esclaves. L'opération Paperclip, selon ce que documente l'enquêteuse Annie Jacobsen, fut un programme d'intelligence américain qui a amené des scientifiques allemands en Amérique sous des contrats militaires secrets. Elle a commencé formellement en mai 1945 et a éventuellement incorporé plus de 1600 technologues de Hitler à des institutions militaires et scientifiques américaines. Le programme a été gouverné par l'Agence d'objectifs d'intelligence conjointe, JPNOA, créée exclusivement pour recruter et employer des scientifiques nazis dans des projets d'armement. Des 21 hommes les plus éminents que Jacobsen documente, 8 avaient travaillé aux côtés de Hitler, Himmler ou Göring à un moment donné pendant la guerre. 15 étaient des membres engagés du parti nazi. 10 avaient appartenu à des unités paramilitaires des SS ou des SA. L'un a été condamné pour meurtre de masse et esclavage, a purgé une partie de sa peine, a reçu la clémence et a été engagé par le département de l'énergie des États-Unis. Werner von Braun, directeur technique du programme V2, avait visité régulièrement les installations de Mittelwerk dans la montagne Konstein, où les fusées étaient produites par des prisonniers de camps de concentration dans des conditions conçues pour l'usure extrême. Il savait ce qui arrivait là. Il a été emmené aux États-Unis, a obtenu la citoyenneté américaine et a dirigé le développement de la fusée qui a envoyé des humains sur la Lune. Pour que cela soit possible, les dossiers de beaucoup de ces scientifiques pendant la guerre ont été systématiquement purgés par la JEOMIOA. Les fiches du parti nazi, les connexions avec les SS, les rapports sur des expériences médicales sur des prisonniers, la participation à des programmes d'armement avec travail esclave, tout a été éliminé ou reclassifié pour faciliter leur intégration dans le programme scientifique américain. Cette purge systématique est en soi une forme perpétuée de secret. Ce que nous savons sur la portée réelle des activités de guerre de ces scientifiques dépend partiellement des registres qui ont survécu par accident, des témoignages de survivants qui ont trouvé des oreilles disposées à écouter et des déclassifications postérieures qui ont révélé ce que la version officielle avait supprimé. Arthur Rudolph, un autre ingénieur clé de Mittelwerk, a abandonné les États-Unis en 1984 après que des enquêtes aient été initiées sur son rôle à Dora. Il n'a jamais été jugé formellement. À l'aube du 25 février 1942, à peine 79 jours après l'attaque japonaise sur Pearl Harbor et un jour après qu'un sous-marin japonais ait bombardé Elwood, Californie, les sirènes d'alerte aérienne ont commencé à sonner sur Los Angeles. À 3h16 du matin, la 37e brigade d'artillerie côtière a pris la décision de commencer à tirer avec des mitrailleuses de calibre 50 et des projectiles antiaériens de 12,8 livres contre un objet non identifié dans le ciel. Le feu a continué jusqu'à 4h14 du matin. Les projectiles ont endommagé des bâtiments et des véhicules. 5 personnes ont perdu la vie. 2 par des attaques cardiaques induites par le stress et 3 dans des accidents de trafic pendant la coupure de courant. Le secrétaire de la marine a attribué l'incident à ce qu'il a appelé des nerfs de guerre. Le général George C. Marshall a suggéré que des avions commerciaux pourraient avoir été utilisés comme tactique de guerre psychologique. Aucun aéronef ennemi n'a été abattu. Aucun fragment d'aéronef identifiable n'a été récupéré. Les pilotes alertés n'ont jamais décollé. La presse a été maintenue dans l'ignorance sur la nature réelle de l'objet. Le membre du Congrès de Santa Monica, Leland Ford, a exigé une enquête complète du Congrès, déclarant qu'aucune des explications offertes ne retirait l'épisode de la catégorie de mystère complet. Ces demandes ont été ignorées, ce qui connecte la bataille de Los Angeles avec les Foo Fighters européens et la symétrie de la perplexité. Dans les 2 cas, des objets lumineux ou non identifiés ont été observés par des observateurs militaires entraînés, enregistrés dans des rapports officiels et attribués à l'ennemi sans évidence que cet ennemi les ait produits.
Dans les deux cas, l'enquête postérieure n'a pas produit une explication satisfaisante. Lloyds de Londres, qui assure des embarcations dans cette zone au même prix que le reste de l'Atlantique, n'a jamais considéré qu'aucune zone du Pacifique californien ne représente un risque statistiquement supérieur. Mais les objets qui ont provoqué la réponse militaire du 25 février 1942 n'ont jamais été identifiés. Entre 1923 et 1937, des excavations dans la grotte de Zhukudian, à 45 km au sud-ouest de Pékin, dirigées successivement par le paléontologue canadien Davidson Black et l'allemand Franz Weidenreich, ont déterré des restes de 45 à 50 individus distincts. 14 crânes partiels ou complets, 12 mandibules, 147 dents isolées et plusieurs os post-crâniens. C'était l'échantillon le plus complet d'Homo erectus connu dans le monde et le matériel primaire sur lequel reposait la compréhension scientifique de cette étape de l'évolution humaine. Weidenreich, qui avait abandonné l'Allemagne en 1934 en raison des lois d'exclusion raciale, a réalisé des moulages en plâtre de tous les spécimens entre 1937 et 1941, aujourd'hui conservés au Musée américain d'histoire naturelle de New York. Sans ces moulages, la perte scientifique aurait été totale et irréversible. Quand l'armée impériale japonaise a occupé la zone de Pékin en juillet 1937, la sécurité des fossiles est devenue une préoccupation opérationnelle pour le Peking Union Medical College, administré par la Fondation Rockefeller. Le directeur, le Dr Henry H. Houghton, a négocié pendant 4 ans avec le département d'État des États-Unis pour trouver une solution. En novembre 1941, avec la détérioration des relations entre Washington et Tokyo, la décision fut prise d'envoyer les fossiles aux États-Unis à bord du SS President Harrison depuis le port de Qinhuangdao. Les caisses ont été remises au colonel William Ashurst, commandant du détachement de Marines à Pékin, le 5 décembre 1941. Le 8 décembre, le Japon a déclaré la guerre aux États-Unis. Les troupes japonaises ont capturé les Marines à Qinhuangdao avant qu'ils ne puissent embarquer. Les caisses avaient disparu. Le colonel Ashurst, interrogé pendant sa captivité et de nouveau après la guerre, a déclaré que les caisses avaient été chargées dans un train à destination du port, mais qu'il ne pouvait pas confirmer si elles étaient arrivées à être embarquées. Le SS Président Harrison fut capturé par les Japonais le 8 décembre face à la côte chinoise et transformé en navire de transport, sans que l'on ne trouve aucune trace des fossiles à bord. En 1972, l'homme d'affaires américain Christopher Janus a offert publiquement une récompense de $150 000 pour toute information sur leur localisation, ce qui a conduit à plusieurs fausses pistes, incluant une tentative d'extorsion avec un crâne prétendument original qui s'est avéré être une copie. Les enquêtes du gouvernement chinois réalisées en 2012 et 2016 dans la zone de l'ancien quartier des Marines à Qinhuangdao n'ont rien trouvé. Les fossiles originaux, s'ils ont survécu au chaos de décembre 1941, demeurent non trouvés après plus de 80 ans de recherche intermittente. Le 5 décembre 1945, 5 bombardiers torpilleurs TBF Avenger de l'escadron de torpilleurs 19 ont décollé depuis Fort Lauderdale, Floride. À 14 dix c'était un exercice de navigation et de bombardement de routine. Il y avait 14 membres d'équipage. Le lieutenant Charles Taylor, aux commandes, avait 259 heures de volume enregistré mais très peu d'expérience spécifique dans la zone de l'Atlantique occidental où se déroulerait l'exercice. À 15h40, le contrôleur de Fort Lauderdale a reçu la première alarme. Taylor a contacté la base pour rapporter que ses 2 boussoles avaient échoué et qu'il ne reconnaissait pas sa position. Il a dit croire qu'il se trouvait au-dessus des quais de Floride, au sud de la péninsule. Quand la reconstruction postérieure de sa route de volume indique qu'en réalité il était à l'est des Bahamas, dans l'Atlantique ouvert. Se basant sur cette supposition incorrecte, Taylor a ordonné à la formation de voler vers le nord, croyant que cela les amènerait sur la terre ferme. Cette décision a conduit les 5 avions vers le nord et l'est, vers l'océan ouvert. À 17h50, avec le soleil bas et des turbulences en augmentation, les messages de Taylor indiquaient que le combustible s'épuisait. Le dernier contact fut à 19h04. Les 5 Avengers sont tombés à la mer entre 19h30 et 20h quand leurs réservoirs se sont retrouvés vides.
Le Martin PBM Mariner envoyé pour les chercheurs à Dix-Neuf-Incept a disparu 13 minutes après le décollage sans envoyer aucun signal de détresse. Un navire marchand dans la zone a informé avoir vu une explosion en l'air à ce moment et à cet emplacement approximatif. Le PBM Mariner était connu parmi les pilotes comme le réservoir d'essence volante en raison de sa tendance à accumuler des vapeurs de combustible dans le fuselage et l'hypothèse la plus acceptée par les enquêteurs navals fut une explosion interne. Le Conseil de révision navale de 1946 détermine que la cause de la disparition du vol Dix-Neuf fut la désorientation de Taylor, mais ajoute que les conditions météorologiques au crépuscule étaient suffisamment sévères pour avoir empêché tout atterrissage d'urgence effectif, ce qui expliquait l'absence de restes flottants. Quand Charles Berlitz a écrit son best-seller de 1974 sur le triangle des Bermudes, utilisant le vol Dix-Neuf comme casse centrale, il a omis les conclusions du rapport naval et a éliminé du récit les mauvaises conditions météorologiques documentées. Lloyd's de Londres assure CSOs au même prix que le reste de l'Atlantique et n'a jamais considéré que la zone représente un risque statistiquement supérieur. Mais le destin du marinaire de secours, qui a disparu sans laisser de traces en 13 minutes, maintient une partie du dossier ouvert. Raoul Wallenberg était un architecte et homme d'affaires suédois de 32 ans sans expérience diplomatique préalable quand il a été recruté en juin 1944 par la Junte des réfugiés de guerre des États-Unis, une organisation créée par Roosevelt en janvier de cette année-là pour tenter d'arrêter l'extermination des Juifs européens. Wallenberg est arrivé à Budapest le 9 juillet 1944 comme premier secrétaire de la légation suédoise, 2 mois après que les forces allemandes aient occupé la Hongrie le 19 mars 1944 et aient commencé à déporter des Juifs hongrois à Auschwitz à un taux d'entre 12 000 et 15 000 personnes par jour, la phase la plus accélérée d'extermination dans toute l'histoire de l'Holocauste. Dans les 6 mois suivants, Wallenberg a développé un système de protection qui combinait l'émission massive de passeports protecteurs suédois, les Schutzpass, avec une négociation directe avec des fonctionnaires des SS et avec Adolf Eichmann, qui dirigeait personnellement les déportations depuis Budapest. Les Schutzpass n'avaient pas de validité légale formelle sous le droit international, mais Wallenberg les a conçus avec l'apparence visuelle de documents suédois officiels et les a appuyés avec une pression diplomatique qui, dans la pratique, a conduit les autorités allemandes et hongroises à les reconnaître. Il a émis entre 15 000 et 20 000 de ces documents. De plus, il a organisé des maisons de sécurité sous pavillon suédois à Budapest où il a logé des milliers de Juifs hongrois. Les historiens estiment que ces actions ont contribué à sauver entre 50 000 et 100 000 vies, bien que les chiffres exacts soient l'objet de débats académiques. Le 17 janvier 1945, quand les forces soviétiques avaient déjà entouré Budapest et que les combats avançaient vers le centre de la ville, Wallenberg s'est réuni avec le maréchal Rodion Malinowski, commandant du 2e front ukrainien, pour tenter d'assurer la protection soviétique pour les Juifs restants dans la ville. Il a été détenu par les Soviétiques immédiatement après cette réunion. La raison officielle de sa détention n'a jamais été expliquée de manière satisfaisante. Le gouvernement soviétique a informé initialement la Suède que Wallenberg était sous sa protection. En 1957, le vice-ministre des Affaires étrangères soviétique Andrei Gromyko a notifié formellement au gouvernement suédois que Wallenberg était mort d'une attaque au cœur dans la prison de Lubyanka, le 17 juillet 1947. Aucun document n'a jamais été fourni pour appuyer cette version. Dans les décennies suivantes, plusieurs ex-prisonniers soviétiques libérés après la mort de Staline en 1953 ont affirmé avoir eu un contact avec Wallenberg dans divers goulags soviétiques à des dates postérieures à 1947. En 1991, après la dissolution de l'Union soviétique, le gouvernement russe a remis au gouvernement suédois un ensemble de documents liés au cas, mais les principaux archives du KGB sur Wallenberg n'ont pas été pleinement déclassifiées. L'hypothèse selon laquelle Wallenberg fut détenu parce que les soviétiques le considéraient comme un agent des services d'intelligence américains, étant donné sa connexion avec la junte des réfugiés de guerre financés par Washington, a une cohérence contextuelle que plusieurs enquêteurs ont signalée.
mais aucun archive disponible ne l'a confirmé définitivement. En novembre 1944, le physicien hollando-américain Samuel Goudsmit, directeur scientifique de l'opération Alsos, un programme secret adjoint au projet Manhattan destiné à évaluer l'avancée scientifique allemande, se trouvait dans un appartement de Strasbourg lisant des documents à la lueur des bougies. L'appartement appartenait au virologue allemand Eugen Hagen, qui avait abandonné la ville des jours auparavant avec la retraite allemande. En cette nuit, dans une enveloppe de correspondance scientifique apparemment routinière, Goudsmit et son collègue Fred Wardenberg ont lancé un cri en même temps. Ils avaient trouvé une lettre que Hagen a écrite à son collègue August Hirt en 1943. « Des 100 prisonniers que vous m'avez envoyés, 18 sont morts pendant le transport. Seulement 12 sont dans une condition appropriée pour mes expériences. Par conséquent, je sollicite que vous m'envoyiez 100 autres prisonniers d'entre 20 et 40 ans, sains et dans une condition physique comparable à celle de soldats. » Hagen était un virologue qui, en 1932, avait reçu une bourse prestigieuse de la Fondation Rockefeller à New York, où il avait contribué au développement du premier vaccin contre la fièvre jaune. En 1937, il avait été candidat au prix Nobel. Maintenant, il testait des vaccins sur des prisonniers de camps de concentration fournis par les SS de Himmler. La logique était sinistre mais cohérente. Pour déployer une arme biologique contre une force ennemie, l'armée attaquante avait besoin d'avoir développé préalablement son propre vaccin contre le pathogène mortel qu'elle prétendait libérer. Ce vaccin agirait comme le bouclier pour ses propres soldats. L'arme biologique agirait comme l'épée. Ce que les archives de l'Institut Kaiser Wilhelm de biochimie contenaient sur des expériences avec des agents biologiques a été en partie détruit avant la fin de la guerre. Les procès de Nuremberg, selon ce que documente Jacobsen dans son enquête sur l'opération Paperclip, ont poursuivi une partie des responsables, mais en ont laissé de côté d'autres dont les fiches avaient été purgées pour faciliter leur intégration dans des programmes scientifiques américains ou soviétiques. Kurt Blom, sous-directeur médical du Reich et responsable des programmes allemands d'armes biologiques, a été jugé à Nuremberg et acquitté. Ultérieurement, il a été engagé par l'armée américaine pour travailler dans la recherche médicale. Walter Schreiber, médecin général du Reich et responsable des programmes de vaccins, la contrepartie défensive des armes biologiques, a été emmené aux États-Unis sous l'opération Paperclip et éventuellement expulsé quand la presse a révélé son passé. L'étendue complète du programme nazi d'armes biologiques n'a jamais été établie publiquement parce que les archives de l'Institut médical scientifique militaire qui l'appuyait ont été détruites systématiquement dans les dernières semaines de la guerre. La dépendance stratégique du Reich en données météorologiques arctiques était la conséquence directe de la géographie de l'Atlantique Nord. Les systèmes de basse pression qui déterminaient les conditions le long des routes de convois alliés entre l'Amérique du Nord et la Grande-Bretagne se généraient dans l'Arctique et se déplacèrent vers l'Est, avec une anticipation de 2 à 4 jours. Celui qui contrôlerait des stations d'observation dans l'archipel de Svalbard, la terre de François-Joseph ou la côte nord du Groenland, avait un avantage informatif sur l'ennemi. L'Allemagne a perdu cet avantage quand la Grande-Bretagne a occupé l'Islande en mai 1940, coupant le flux de données météorologiques de l'Atlantique occidental vers les centres d'analyse allemands. La réponse fut la création d'un réseau de stations clandestines, opérées par des équipes de 15 à 25 hommes, qui transmettaient des données chiffrées utilisant le code naval Enigma. Entre 1941 et 1945, la Kriegsmarine et le service météorologique du Reich ont établi au moins 12 stations dans des territoires arctiques reculés. La station Schatzgräber, installée en septembre 1943 sur l'île Alexandra, dans l'archipel russe de la terre de François-Joseph à 900 km du pôle Nord, fut la plus septentrionale. Elle était opérée sous le commandement du météorologue Wilhelm Deige, avec une garnison de 21 hommes. Son équipement incluait des instruments météorologiques standards, mais aussi un système de communication de haute fréquence dont la puissance d'émission, selon l'inventaire récupéré par des explorateurs norvégiens en 1951, était significativement supérieure à celle nécessaire pour transmettre des données météorologiques. Deige a été évacué en août 1944 après que plusieurs membres de la garnison aient souffert d'un empoisonnement grave par consommation de viande d'ours polaire en mauvais état. Il fut le dernier officier allemand à se rendre formellement après la fin de la guerre.
Il l'a fait le 4 septembre 1945, 4 mois après la capitulation allemande, à un navire de chasse aux phoques norvégiens, car aucune force militaire alliée n'était arrivée à sa position. Les documents que Dej a conservés et publiés partiellement dans ses mémoires de 1954 montrent que la station a reçu, en plus d'instructions météorologiques, des communications chiffrées dont le contenu n'a jamais été pleinement révélé. Les archives capturées par les Alliés indiquent l'existence d'installations arctiques avec des inventaires d'équipements disproportionnés pour une fonction purement météorologique. La possibilité que certaines de ces bases servent comme point d'appui pour des sous-marins ou comme relais de communication chiffrée pour des opérations en Amérique du Nord n'a été ni établie ni définitivement écartée. Le général Tomoyuki Yamashita, surnommé le Tigre de Malaisie pour sa conquête de Singapour en février 1942, opération dans laquelle 130 000 soldats britanniques se sont rendus devant une force japonaise numériquement inférieure, commandait les forces japonaises aux Philippines quand le général Douglas MacArthur a commencé la reconquête de l'archipel en octobre 1944. Depuis 1937, l'armée impériale japonaise avait pillé systématiquement les territoires qu'elle occupait en Asie. La Chine, la Malaisie, l'Indonésie, la Birmanie et les Philippines. Le pillage opérait sous la supervision directe du prince Yasuhito Chichibu, frère de l'empereur Hirohito, à travers une organisation connue internement comme Kinno-Yuri, le lys d'or, bien que les enquêteurs occidentaux la dénomment principalement comme le trésor de Yamashita. L'objectif était de centraliser les produits du pillage provenant des banques centrales, des musées, des collections privées, des temples et des réserves militaires de toute l'Asie occupée, et de les transférer au Japon pour financer la continuation de la guerre. Ces transferts ont opéré avec une relative normalité jusqu'à ce que la marine américaine commence à dominer le Pacifique. À partir de 1943, et avec une plus grande urgence en 1944, la solution adoptée fut de cacher le matériel dans des territoires encore contrôlés par le Japon, principalement dans les îles Philippines, qui comptaient sur un réseau de grottes naturelles et de tunnels volcaniques. Les estimations de la valeur du trésor varient énormément selon la source et la méthodologie. Les journalistes Sterling et Peggy Seagrave, dans leur étude de 2003 intitulée « Gold Warriors », ont estimé que le volume de métaux précieux, de bijoux et d'œuvres d'art transportés aux Philippines pourrait avoir atteint une valeur équivalente à entre 100 et 200 milliards de dollars en termes actuels. Ce chiffre est difficile à vérifier de manière indépendante, mais a une base documentaire partielle. Des registres déclassifiés du département de la guerre américain et l'intelligence militaire indiquent qu'en 1945, des agents de l'Office des services stratégiques, OSS, ont localisé et ont accédé à plusieurs des dépôts dans les montagnes de Luçon. Ce qui est arrivé avec ce matériel est ce que les Seagrave et d'autres enquêteurs décrivent comme l'une des opérations occultes les plus significatives de la période d'après-guerre. Selon cette hypothèse, une portion significative de l'or récupéré fut utilisée par les services d'intelligence américains pour financer des opérations anticommunistes en Asie pendant la guerre froide, en marge de tout contrôle budgétaire du Congrès. Ce fonds aurait été dénommé le M-Fund, ou Fonds M. Yamashita s'est rendu le 2 septembre 1945, le même jour que la capitulation formelle du Japon. Il a été jugé par un tribunal militaire à Manille, condamné pour crime de guerre et exécuté le 23 février 1946. Il n'a rien révélé sur aucun dépôt de trésor. En 1971, un Philippin nommé Rogelio Roxas a affirmé avoir trouvé une chambre souterraine près de Baguio qui contenait un Bouddha d'or massif et plusieurs conteneurs métalliques. Il a été arrêté par les autorités sous le président Ferdinand Marcos, qui a confisqué les matériaux et l'a emprisonné. Roxas a poursuivi ultérieurement les héritiers de Marcos devant les tribunaux d'Hawaï et a obtenu en 1996 une sentence de 40,5 milliards de dollars, réduite en appel, qui n'a jamais été encaissée. La sentence n'a pas établi l'existence du trésor complet, mais a bien confirmé la responsabilité de Marcos pour le vol des matériaux que Roxas avait trouvés. Les montagnes de Luçon ont été l'objet d'excavations illégales continues depuis les années 50, avec des victimes documentées par des éboulements et des pièges. Ce qui demeure caché en elles, si tant est que quelque chose demeure, continue sans être déterminé.
L'effondrement du Troisième Reich dans les mois finaux de 1945 ne fut pas uniquement la défaite militaire d'un État. Ce fut aussi la destruction délibérée et systématique des archives qui aurait permis aux historiens de reconstruire avec précision la prise de décision au sein du régime. Himmler a ordonné la destruction des archives des SS en mars 1945. Les registres du Reichssicherheitshauptamt, l'Office central de sécurité du Reich qui coordonnait la Gestapo, le SD et les forces policières ont été brûlés à Berlin entre avril et mai de cette année-là. La documentation de la chancellerie du parti a été détruite à Munich. Les registres opérationnels des Einsatzgruppen, les unités mobiles d'extermination qui ont assassiné plus de 5 millions de personnes en Union soviétique entre 1940 et 1943, ont été détruits si systématiquement que les historiens ont dû reconstruire leurs opérations principalement à partir de rapports de progression envoyés en duplicata, dont les duplicata survivants ont été conservés dans des archives périphériques. Ce processus de destruction ne fut pas seulement bureaucratique, il fut aussi personnel. Les chefs du régime qui sont morts dans les jours finaux de la guerre ou qui ont été exécutés avant de pouvoir être interrogés exhaustivement ont emmené avec eux une connaissance opérationnelle qu'aucun archive ne peut récupérer. Martin Bormann, chef de la chancellerie du parti et l'homme qui contrôlait l'accès à Hitler dans les dernières années du régime, a abandonné le Führerbunker dans la nuit du 1er au 2 mai 1945, dans le groupe qui tentait de s'échapper de l'encerclement soviétique de Berlin. Son destin fut l'objet de spéculations pendant des décennies. En 1972, des restes squelettiques trouvés pendant des travaux de construction près de la station de Lehrter à Berlin ont été provisoirement identifiés comme ceux de Bormann. Une analyse d'ADN réalisée en 1998, comparant ces restes avec l'ADN d'un neveu vivant de Bormann, a confirmé l'identification avec un haut degré de probabilité. Bormann était mort à Berlin en mai 1945, probablement par une capsule de cyanure pour éviter la capture. Cette confirmation, qui est arrivée un demi-siècle après les faits, illustre parfaitement le type d'incertitude qui a caractérisé les 50 premières années de recherche sur la fin du Reich. Mais la question sur le dernier secret que les chefs nazis ont emmené dans la tombe ne se réfère pas tant aux individus qu'aux institutions et à la connaissance qu'ils représentaient. Le programme allemand d'armes de destruction massive a inclus non seulement le développement de missiles V2 à Peenemünde, mais aussi la recherche sur des armes chimiques et biologiques, dont les archives complètes n'ont jamais été récupérées. L'Institut Kaiser Wilhelm de biochimie a réalisé des expériences avec des agents biologiques pendant la guerre dont les résultats, selon les archives partielles disponibles, sont allés au-delà de ce qui a été reconnu publiquement dans les procès de Nuremberg. L'opération Paperclip, à travers laquelle les services d'intelligence américains ont recruté plus de 1600 scientifiques allemands entre 1945 et 1959, a inclus des individus dont les archives de temps de guerre ont été purgées pour faciliter leur intégration dans le programme scientifique américain. Cette purge systématique est en soi une forme perpétuée de secret. Ce qui unit tous les mystères examinés dans ce documentaire est la même caractéristique. L'information qui pourrait les résoudre n'a pas disparu par accident. Elle a disparu parce que quelqu'un a pris la décision de la détruire, de la classifier ou simplement de ne pas en parler. Les archives brûlées des SS, les caisses avec les fossiles de l'homme de Pékin perdus dans le chaos d'un port en guerre, les panneaux de la chambre d'ambre que personne n'a pu trouver, les dernières transmissions de la Gestapo à Lyon. La Seconde Guerre mondiale fut le conflit le plus documenté de l'histoire jusqu'à ce moment-là. Et pourtant, ces questions les plus importantes continuent de dépendre des espaces blancs de ce registre. Des décennies après la capitulation allemande, les archives continuent d'être déclassifiées. Les analyses médico-légales continuent de se réaliser. Les enquêteurs continuent de trouver des documents qui reconfigurent ce que nous croyons savoir. L'histoire de la Seconde Guerre mondiale n'est pas fermée. Probablement qu'elle ne le sera jamais tout à fait.